Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 107. Et pour ce numéro, je vous propose un nouvel exercice d'arithmétique qui, j'espère encore une fois, vous piquera la curiosité. L'énoncé précis est le suivant. Nous avons A et B, deux rationnels positifs non nuls tels que A est différent de B. Et on a également le nombre d'entiers naturels tels que A puissance n moins B puissance n soit un entier et infini. On aimerait alors démontrer que A et B sont tous deux en fait des entiers naturels. Donc voilà, c'est un très joli exercice d'arithmétique qui peut s'attaquer en première année de classe préparatoire pour peu qu'on ait vu suffisamment de choses en arithmétique, tout ce qui est évaluation périodique, tout ce qui est divisibilité, ce genre de choses, ça va être rudement utile pour attaquer cet exercice. Je me permets de le signaler tout de suite, il y a un mois, nous avons attaqué un résultat assez important en exo de colle qui va être utile pour cet exercice et je me permets de le mentionner car ce n'est pas un résultat du programme de classe préparatoire en tant que tel, mais je pense que ça peut être très intéressant de l'avoir sous le coude pour attaquer cet exercice. Et donc, je mentionne l'exo de colle qui porte le même numéro que le petit exo de colle du jour, j'ai fait exprès, bien sûr, c'est cet exo de colle qui parle du lemme de Manea. Je rappelle qu'il porte aussi le nom de lemme LTE, LTE pour Lifting the Exponent, lemma. Donc c'est un joli résultat qui vous permet de calculer la valuation péadique de cette chose-là en fonction de a moins b et de l'entier naturel n, et peut-être d'autres trucs suivant les conditions qu'on a sur le nombre premier p avec lequel on veut faire de la valuation péadique. Et donc ce résultat va être assez utile pour pouvoir démontrer cette chose. Et donc comme je vous l'avais promis au tout début octobre dans cet exo de colle, ce petit exo de colle est une jolie application de ce lemme de Manea qui généralement est utilisé à travers des olympiades de mathématiques. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire concernant cet exercice. Je vous invite donc dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un très joli exercice et d'ailleurs un très joli exercice pour appliquer ce lemme. Et donc on va l'attaquer directement. Donc on va peut-être porter un nom à cet ensemble, je vais l'appeler grand N. Donc notons ou posons, ça va peut-être mieux de dire posons. Posons grand N égale l'ensemble de ces entiers naturels tels que a puissance n moins b puissance n. Et donc le but du jeu, c'est d'amener petit à petit à une contradiction en supposant potentiellement que a et b ne sont pas des entiers naturels. Et donc pour que cela se fasse, il va falloir donner une écriture pour a et b. Donc commençons par ça. Donc écrivons a égale x sur z et b égale y sur z. Je me permets ici de supposer que j'ai mis les fractions sous le même dénominateur. Mais bien sûr, il va falloir que je mette quelques hypothèses pour éviter des simplifications. Et là, l'hypothèse importante que je vais poser, c'est tel que je veux que x, donc je veux que x, y et z soient tous premiers entre eux. Ok ? Cela fait assez bien sens, parce que s'ils n'étaient pas tous premiers entre eux, je pourrais simplifier les fractions de part et d'autre, et donc avoir des fractions, pas forcément irréductibles, mais en tout cas des fractions plus petites, de façon à diviser finalement tout le monde par ce PGCD entre ces trois nombres. Je vais également dire, puisque bon ça vous devez le sentir venir, que x, y et z sont des entiers positifs. Je peux même dire que ce sont des entiers naturels non nuls, étant donné que a et b sont des rationnels non nuls. Okay, et un dernier truc que je peux mentionner, c'est que x et y sont distincts. Voilà les hypothèses que je peux poser assez facilement, et voilà l'écriture de fractions que je vais manipuler. C'est vrai que ce n'est pas commun d'écrire des fractions qui sont avec le même dénominateur, mais vous allez vite comprendre que ça va être utile, puisque justement ce qui va nous intéresser, c'est calculer cette chose. Okay, alors je vais me permettre tout de suite de lancer une preuve par l'absurde. Normalement on devrait le sentir venir, cette preuve par l'absurde, puisque là notre but ça serait de montrer que z n'a pas d'autre choix que d'être égal à 1. Et donc on va supposer que z n'est pas égal à 1, et justement utiliser un facteur premier de z
et voir un petit peu ce qui va se passer en fonction de x et de y, et peut-être d'autres ensembles qui vont venir par rapport à ce nombre premier p. Alors c'est parti, supposons, donc je vous ai un peu donné le début du plan de la preuve, hein. Supposons par l'absurde que z est différent de 1. Et donc considérons p, un nombre premier, tel que eh bien, p divise z. Alors je vous ferai remarquer tout de suite que p ne peut ni diviser x, ni diviser y. Car s'il divise x, il va diviser y, et inversement, et donc les trois nombres ne seront plus premiers entre eux dans leur ensemble. Donc, je me permets de mentionner, par l'absurde, si p divise x, on sait que pour tout n dans grand N, on a a puissance n moins b puissance n qui est dans z, ce qui est équivalent à dire que z puissance n divise x puissance n moins y puissance n. Et donc ça c'est équivalent à dire que p puissance n divise x puissance n moins y puissance n. Ce qui implique, alors c'est pas équivalent, peut-être ça implique, hein, peut-être pas. Ça implique alors que p divise x puissance n moins y puissance n. Or p divise x, par notre hypothèse ici. Donc, p va devoir diviser y puissance n, par soustraction. Et ensuite, et donc, comme p est premier, on n'a pas d'autre choix que p divise y. Ce qui est alors une contradiction, hein, comme je l'ai dit tantôt, avec le fait que x, y et z sont supposés premiers dans leur ensemble. Bien. Alors il y a quand même une implication importante que j'ai mis là et qui va être fondamentale pour la suite, c'est cette double implication là, et notamment le résultat de cette double implication. Cette double implication, elle est vraie même si j'avais pas supposé que x divise p. Hein. D'accord? Donc, notons que p divise x puissance n moins y puissance n pour tout n dans grand N. Bien. Et donc on va s'intéresser à cet ensemble-là, l'ensemble des entiers n tels que p divise x puissance n moins y puissance n. On va l'appeler m. Donc appelons m l'ensemble des entiers n tels que p divise x puissance n moins y puissance n. On pourra constater que grand N est inclus dans grand M. Et maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut dire 2-3 trucs sur la structure des entiers naturels qui est là-dedans? Et la réponse est oui. Et donc, je vais vous donner un lemme sur lequel vous pourrez faire pause pour essayer de le résoudre par vous-même avant que je continue. Petit lemme technique. J'affirme que, en fait, si je pose D, c'est le minimum de M, donc des entiers qui sont dans M, mais je ne veux pas prendre 0, donc M sauf 0, parce qu'éventuellement 0, on pourrait le compter dedans, par rapport à ce que j'ai écrit. D'accord? Donc si je considère D comme étant ce minimum, alors, pour tout n dans grand M, pardon. Ouais, je vais peut-être l'écrire comme ça. M est inclus dans dz. Ou z, ouais, c'est pas dz qu'on écrit, c'est zd généralement. On va quand même l'écrire correctement. Donc zd. C'est-à-dire qu'en fait, on peut montrer que n'importe quel entier qui est là-dedans est forcément divisible par d. Alors je vous invite à faire une pause sur la vidéo maintenant pour essayer de démontrer ce lemme avant que je ne continue la preuve. Et d'ailleurs, essayez aussi de continuer la résolution à partir du moment où vous avez ce résultat. Je vous rappelle qu'on aura besoin à un moment donné du lemme de Manéa. Bien.
Alors, preuve de ce lemme. J'espère que vous aurez essayé. Donc, preuve de ce lemme. Eh bien, l'idée est la suivante. Je prends un entier qui est dans M, donc soit n dans M. Ok? Je peux considérer la division euclidienne de n par d. Donc, considérons la division euclidienne de n par d. Donc ça veut dire que je vais écrire n comme étant d fois q plus r. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire que p divise x puissance n moins y puissance n? Ben, ça veut dire que x puissance n est congru à y puissance n modulo p. Je peux m'amuser à utiliser ce que j'ai décortiqué ici pour dire qu'on a x puissance d fois q plus r qui est congru à y puissance d fois q plus r. Modulo p toujours. Or, d est le minimum pour lequel p divise x puissance d moins y puissance d. Donc ça veut dire qu'on sait déjà que x puissance d et y puissance d sont congrus à la même chose modulo p. Donc or, x puissance d est congru à y puissance d modulo p. Et on sait de plus que comme p ne divise ni x ni y, hein, d'accord, je me permets peut-être de le rappeler, donc je vais écrire ici, donc p ne divise ni x ni y, donc p, je vais effacer un peu mieux quand même, hop, donc je vais finir avec du noir dans les mains, c'est pas tip top, donc p ne divise pas x et p ne divise pas y. Donc ça signifie que ces deux-là sont non nuls. Et donc ça veut dire que je peux multiplier par leur inverse dans Z sur PZ. Ok? Et donc, ce que je viens d'écrire là, c'est équivalent à dire, si je remarque ici qu'on a x puissance d le tout puissance q, et ici y puissance d le tout puissance q, le tout fois y puissance r d'un côté et l'autre x puissance r, je vais alors avoir que x puissance r est congru à y puissance r, modulo p. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que p divise x puissance r moins y puissance r. Or, d'après la propriété de division euclidienne, je sais que r est nécessairement compris entre 0 et d strictement. Mais je vous rappelle que d c'est censé être le minimum non nul qui apparaît dans cet ensemble. Donc là, si r est non nul, on est en train de contredire le fait que d est le minimum. Donc ça signifie que r doit être égal à 0. Par conséquent, r est égal à 0 pour éviter une contradiction avec D. Ça permet de faire attention au micro. Donc oui, on peut constater alors que on n'a pas le choix, R doit être égal à 0. Mais si R est égal à 0, vous avez terminé. Ça veut dire que N est un multiple de D. Donc, ouais, ça va. Donc N est un multiple de D. Donc c'est Z fois D. Et voilà. Super. Et donc, on sait que N est inclus dans M. D'accord? Et on sait aussi que M est inclus dans ZD. Donc ça veut dire que les éléments qui apparaissent ici, les N qui apparaissent ici, sont tous divisibles par D. Alors je vais effacer une partie. Hop. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire demi-tour sur la vidéo s'il y a besoin de 2-3 trucs supplémentaires. Hop. Donc ainsi, par le lemme qu'on vient de démontrer, N est inclus dans ZD. Et par conséquent, on peut écrire la chose suivante,
si je m'amuse, et je rappelle que je vais utiliser le lemme de Manéa, d'accord? Donc pour utiliser le lemme de Manéa, c'est bien de prendre le premier entier pour lequel on ne va pas avoir de difficulté. Donc là, la première difficulté, c'était ça. Et donc maintenant, bah, si je regarde tous les entiers qui sont là-dedans, je sais que ce sont forcément des diviseurs, enfin ce sont forcément des nombres qui vont être divisibles par D. Donc ça veut dire que, si on y réfléchit un petit peu, si on pose A comme étant égal à x puissance D, et B comme étant égal à y puissance D, ça veut dire alors qu'il existe puisque n est infini, je rappelle, il existe une infinité d'entiers. Donc il existe une infinité d'entiers qu'on va appeler m, tels que, eh bien les entiers vont vérifier la chose suivante. P puissance m va diviser A puissance m moins B puissance m. Ben oui, parce que si vous prenez, en fait, si vous prenez un entier qui est là-dedans, on vient de dire qu'un entier qui est là-dedans va devoir s'écrire un multiple de D. Donc ça veut dire que parmi les entiers n, si je fais le petit changement de variable en disant bah, je vais noter m égale n sur D, chose que j'ai le droit de faire, alors je vais me retrouver donc avec une infinité d'entiers m qui vérifie que A puissance md moins P puissance md est un entier. Et donc ça veut dire que ce truc-là est divisible par P puissance md. D étant plus grand ou égal à 1, on a forcément ça. D'accord? Donc ça vient du fait que si n est là-dedans, on peut écrire n égale d fois m, et dans ce cas-là, A puissance m moins B puissance m, ça peut s'écrire, donc comme je l'ai dit, x puissance dm moins y puissance dm, et ça, bah, justement, c'est exactement l'entier n qu'on veut, et on sait qu'il est divisible par p puissance md. Et donc, bah, comme d est plus grand que 1, bah, on sait que ça va donc être divisible par p puissance m. D'accord, donc ça va indiquer que d est supérieur ou égal à 1, d'après ce qu'on a écrit ici. Très bien. Alors maintenant, si je m'amuse à regarder la valuation p-adique de tout ce que je viens de faire, eh bien, je vais pouvoir appliquer le lemme de Manéa. Donc, d'après le lemme de Manéa, on va pouvoir écrire la chose suivante. La valuation p-adique de A puissance m moins B puissance m. On est bien dans les conditions du lemme de Manéa, je me permets de le préciser, parce que comme x n'est pas divisible par p, bah P ne divise pas A, P ne divise pas B, P est un nombre premier, ok? Et puis A et B sont distincts, hein, au passage. A et B sont distincts. Et on sait donc que A moins B est divisible par P. Hein. D'accord? Puisque c'est un peu bête, mais c'est parce qu'on a pris le D comme étant le minimum qui vérifie cette condition. Ok? Donc on a ça, très bien. Et donc, bah, cette valuation p-adique, alors, bien sûr, le résultat dépendait si P était impair, si si P était impair ou si P égale 2, ok? Il y avait une formule assez générale. Bien là, ici, je vais juste avoir besoin de majorer ce truc-là. En effet, je vais pouvoir majorer, et vous allez voir pourquoi majorer, ça va être très utile. Je vais pouvoir majorer par la chose suivante. Valuation p-adique de A moins B, plus valuation p-adique de A plus B, plus valuation p-adique de M. Alors laissez-moi expliquer pourquoi on peut majorer par ce truc-là. Il faut se souvenir de tous les cas de figure du lemme de Manéa. Si on se souvient de toutes les cas de figure, pour P un nombre premier impair, sous certaines petites autres conditions qui sont vérifiées ici, on va pouvoir dire que la valuation p-adique de cette chose, c'est égal à la valuation p-adique de lui, plus la valuation p-adique de lui. Ok? Bon. Ça, c'est le cas où P est impair. Si P est égal à 2, alors dans ce cas-là, on va se retrouver, pour le pire des cas, parce que bon, il y a le cas facile où la valuation P2-adique de ce truc-là, c'est la valuation 2-adique de ce truc-là. Mais il y a un autre cas un peu moins facile où on peut avoir valuation 2-adique de ce truc-là est égal à valuation 2-adique de ce truc-là, plus valuation 2-adique de ce truc-là,
plus valuation 2 adique de m moins 1. D'accord? Ça, c'est l'autre formule pour le cas P égale à 2. Je vous invite fortement à avoir le résultat du lemme sous les yeux. D'accord? Je suis en train juste de vous préciser tous les cas de figure. Mais en tout cas, en faisant le tour de ces deux cas de figure, hein, P égale 2 et P pas égal à 2, hein, eh bien, au pire des cas, on peut majorer ce truc par la valuation périodique de ça, plus la valuation périodique de ça, plus cette valuation périodique de M. Donc au pire du pire, on peut toujours majorer par ça. Et j'aurais juste besoin d'une majoration. Car de l'autre côté, je sais que P puissance M divise ce truc. Donc ça veut dire que cette valuation périodique, je sais qu'elle va être supérieure ou égale à M. Ok? Et maintenant, si je regarde un peu plus près ce truc, la valuation périodique de M, je ne peux pas la majorer par un truc qui dépend de M? La réponse est oui, je peux majorer par un truc qui dépend de M. Et je peux notamment majorer par la partie entière du logarithme PIM calculé en M. Alors je m'explique. Si vous voulez connaître la valuation périodique d'un entier, bah, vous savez qu'au pire du pire, il suffit de compter le nombre de puissances de P qu'on peut faire contenir dans M. Et bah, le nombre de puissances de P qu'on peut faire contenir dans M, bah, c'est exactement le log PM de M. C'est une majoration pas très difficile à mettre en œuvre hein, quand on connaît bien la définition de valuation périodique. Et donc bah, là, c'est là aussi une utilité importante. Bien. Et maintenant, bah, regardons d'un peu plus près ce qu'on a réussi à démontrer. On a réussi à démontrer en fait que M, que pour une infinité en fait, donc pour une infinité de M entier naturel, on peut aussi dire non nul, on a M qui doit être inférieur ou égal à une constante plus, bon, partie entière, je peux m'en absoudre et dire que la partie entière est inférieure ou égale au nombre, donc je peux écrire plus log PM de M. Et là, ça devrait vous titiller cette inégalité. Pourquoi? Bah parce que quand M tend vers l'infini, normalement ce qui est plus fort c'est lui par rapport au logarithme. Et bien vous aurez tout à fait raison. Donc on a une contradiction en fait là. En effet, si je divise par M, juste pour bien la mettre en évidence, cette contradiction. Donc pour la mettre en évidence, si je divise par M, on a donc 1 qui doit être inférieur ou égal à constante, plus logarithme PM calculé en M, le tout divisé par M. Et quand M tend vers l'infini, cette chose-là, constante divisée par M, ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc on se retrouve avec un truc qui tend vers 0. Donc on a 1 qui est inférieur ou égal à un truc qui tend vers 0. C'est donc une contradiction. Et la contradiction, elle est faite avec qui? Eh bien, si on remonte le raisonnement depuis le début, elle est faite avec le fait qu'on est supposé que Z était différent de 1. Donc, Z est égal à 1, et par conséquent, A est égal à X, et B est égal à Y, qui sont tous deux des entiers naturels. Ceci permet donc de conclure la preuve. Voilà, je peux mettre juste un petit carré, hein, ça suffit. Je pense que vous l'aurez compris. Et voilà, c'est un très joli résultat, très jolie conséquence du lemme de Manea, de pouvoir démontrer ce genre de résultat. Alors bien sûr, il y a d'autres preuves écrites de ce résultat. Hein. Bon, il faut quand même chercher pour les trouver. Il y a d'autres preuves où on fait vraiment le cas par cas, suivant ce que va valoir N ou ce que va valoir P. Hein, il y a des trucs comme ça où on va vraiment dans le fond du fond et dire si P est égal à 2, si P n'est pas égal à 2, vérifier bien les conditions et tout ça. Mais en fait, on n'a pas besoin de vérifier toutes les conditions. On a vraiment juste, le plus important, c'est de majorer par quelque chose qui malheureusement ne grandit pas assez. Car normalement, ça devrait vous venir en tête que si vous regardez la valuation périodique de ce truc-là, en pensant lemme de Manea, vous allez avoir la valuation périodique de M et rien d'autre. Ça veut dire que ce truc-là dépend beaucoup de la valuation périodique de M. Et cette valuation périodique, elle croît beaucoup plus petit, enfin de manière beaucoup plus lente, c'est ça que je veux dire, par rapport à M. Et c'est ça votre contradiction. Et bien sûr, il a fallu passer par quelques étapes qui n'étaient pas évidentes du tout. En tout cas, la question du lemme, il y a des fois certaines preuves, moi-même je l'ai pu voir en préparant cet exercice, il y a certaines preuves où on n'explique pas
pourquoi en effet on pouvait trouver une infinité de m qui vérifie cette propriété. On passait presque du coq à l'âne, d'une propriété particulière, et directement, paf, ce résultat. Et bon, bah, je trouvais ça pas très clair, ça. Alors bon, bah, je voulais vraiment être le plus clair possible et vous donner tous les détails pour pouvoir suivre cette preuve. Et je tiens encore une fois à souligner qu'on n'a pas besoin de regarder tous les cas de figure pour P. Il suffit vraiment de majorer par le pire des cas et vous aurez gagné. Voilà, bah, j'espère que cet exercice vous aura plu. Ça vous donne donc une très jolie application du lemme de Manéa. Exercice qui pourrait très bien tomber en olympiade de mathématiques, mais pas que. Hein, je pense que ça peut être un très joli exercice d'arithmétique qui peut être une espèce de conclusion d'une partie d'un sujet concours, encore une fois. Donc voilà, bah, c'est encore une fois l'occasion de bien travailler son arithmétique. Et je le répète, hein, je n'ai eu besoin que d'outils de première année de classe préparatoire. Alors bien sûr, il y a eu cette utilisation du lemme de Manéa, et c'est pour ça que je vous ai invité fortement à regarder l'exo de colle associé avant d'attaquer ce petit exo de colle. Bien, bah comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!